Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Bonjour à tous, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique. Aujourd'hui, c'est Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Beaucoup de sujets sur la table. Le Royaume-Uni qui va expulser ses demandeurs d'asile au Rwanda. Également au menu, la France Insoumise qui dénonce une forme de censure politique après la convocation reçue par Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Plein d'autres sujets que l'on va évoquer. Mais d'abord, la violence des mineurs. Pour y faire face, un certain nombre de communes mettent en place des couvre-feux pour les mineurs. C'est le cas notamment à Nice, on y réfléchit. A priori, l'arrêté sera pris prochainement, début mai. C'est le cas déjà à Béziers pour les moins de 13 ans dans certains quartiers de 23h à 6h du matin. Est-ce que vous êtes favorable à ces couvre-feux pour mineurs et est-ce qu'il faut éventuellement l'étendre à l'ensemble du territoire ? Je considère que c'est pas forcément la solution. Le couvre-feu est une réaction, est une riposte à un phénomène aujourd'hui qui est mortifère, cette violence des mineurs. Cette violence des mineurs, elle est née d'un laxisme judiciaire, laxisme familial, et il faut que la réponse de l'État régalien soit implacable. Implacable sur la dissuasion, implacable sur la sanction, implacable pour la responsabilité des familles. Il est totalement inconcevable que des mineurs multirécidivistes soient laissés dans la nature, que des familles se désengagent, que des parents refusent d'élever leurs enfants, et donc il faut qu'il y ait une sanction financière. C'est pas aux Français de payer les réparations, l'éducation, l'assistance, les médiateurs, etc. Il faut arrêter, il faut que ce soit les parents qui payent à un moment donné, et notamment avec la suppression des aides sociales quand ils sont déficients. Le Premier ministre, en tout cas, a fait un certain nombre d'annonces, pas forcément celles-ci, vous les avez entendues la semaine dernière, l'école de 8h à 18h, retrait de points aux examens, éventuellement pour les élèves perturbateurs, ouverture du débat sur l'excuse de minorité, comparution directe possible dès 16 ans, responsabilisation des parents également. Est-ce que vous voterez ces mesures ? Est-ce que ça va déjà dans le bon sens en tout cas ? Monsieur Attal, en fait, veut devenir monsieur autorité, mais il est surtout monsieur lâcheté. Et c'est ça le problème. On a connu l'été dernier des émeutes sans précédent. Des émeutes sans précédent. Et comme à chaque fois, on a entendu les responsables publics, le gouvernement, nous dire qu'il y aurait un avant et un après. On a entendu le principe du casseur-payeur qui avait été défendu par Marine Le Pen et le Rassemblement National. Ce principe a été jeté à la corbeille. Donc très clairement, on voit qu'il n'y a que de la communication, qu'il y a des incantations, mais qu'il n'y a aucune volonté. Gabriel Attal, là-dessus, l'avait dit dans son discours de politique générale. Oui, non, mais il parle beaucoup, monsieur Attal, mais il fait pas grand-chose. Et très clairement, il essaye de reprendre des thèmes du Rassemblement National parce que c'est porteur. D'ailleurs, monsieur Attal n'est connu et n'est célèbre parce qu'il a repris 2 propositions du Rassemblement National, le port de l'uniforme à l'école et l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Mais et pourtant, il dit que son combat, c'est contre vous, contre l'extrême droite. Oui, bien sûr, ça c'est le combat, j'allais dire, éternel du système politique et de ce gouvernement qui n'a pas d'autre obsession que de maintenir sa place. Voilà. C'est un faux combat que vous faut monter ? On aimerait qu'il combatte un peu plus pour la sécurité des Français. Donc, en conclusion, vous voterez éventuellement ces mesures, ces premières mesures annoncées ou pas ? On verra exactement le détail. Vous savez, nous, on vote tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des Français. Mais le problème, c'est qu'avec ce gouvernement, quand la communication passe, finalement, il y a l'inaction qui dépasse. Et nous allons évidemment reproposer nos solutions, la responsabilité des parents, la fin de l'excuse de minorité, et puis aussi la sanctuarisation de l'intégrité physique. Il faut que la personne physique, l'intégrité physique soit sanctuarisée dans notre droit, et toute atteinte doit être sanctionnée de la manière la plus ferme. 2 actualités, Julien Audoul, qui se font face. On a d'abord ce drame dans la Manche avec 5 migrants qui ont perdu la vie, donc une petite fille. Puis en face de cela, on a le Parlement britannique qui vote une loi visant à expulser ces demandeurs d'asile au Rwanda. Les 2 pays qui se sont déjà mis d'accord. Les premiers vols sont prévus d'ici 10 à 12 semaines. Est-ce que ça doit être un exemple à suivre pour la France ? Alors déjà, je tiens à vous dire que tout migrant qui meurt est un drame. C'est un drame qui doit nous interroger sur les responsabilités. Pourquoi des migrants prennent tous les risques
partent sur des embarcations de fortune, se mettent dans la main de trafiquants d'êtres humains parce qu'on leur fait croire que la France, que l'Europe est un Eldorado. Parce qu'on leur fait miroiter qu'ils auront un avenir chez nous, qu'ils auront un logement, qu'ils auront des prestations sociales, qu'ils bénéficieront de l'aide médicale d'État. Donc il y a une responsabilité écrasante à la fois pour aller au Royaume-Uni. Des associations immigrationnistes, à la fois de l'État qui aujourd'hui refuse de couper les pompes aspirantes de l'immigration. Les responsabilités, elles sont partagées. Et nous considérons au Rassemblement national que pour protéger, il faut dissuader, il faut empêcher ces migrants, ces hommes de venir dans nos pays parce qu'ils n'auront pas d'avenir. Il faut le dire. Pas en amont, mais on avale, c'est cela, par rapport au Royaume-Uni en tout cas. Mais alors, pour le Royaume-Uni, déjà, il faut dire que c'est une décision de 2 États souverains, parce qu'il y a le Royaume-Uni, il y a le Rwanda qui ont passé un accord qui ne semble pas contraire au droit international. Est-ce que c'est la solution? En tout cas, nous, c'est pas notre solution au Rassemblement national. C'est laquelle? Marine Le Pen l'avait proposé dans son programme présidentiel. Nous souhaitons que les demandes d'asile soient traitées dans les consulats et ambassades dans les pays de départ ou dans les pays limitrophes, afin véritablement qu'on puisse examiner dans ces pays-là, plutôt que chez nous, ces demandes, sachant que quand ils viennent chez nous, 90% sont déboutés du droit d'asile et ils restent sur notre sol, donc il y a un véritable problème. Ensuite, il faut évidemment revoir les conditions et les critères du droit d'asile qui a été totalement dévoyé. Le droit d'asile, c'est quand on est persécuté individuellement, c'est pas des populations entières qui viennent. Vous appelez toujours un référendum sur l'immigration. Vous avez entendu les propos de Laurent Fabius dimanche sur LCI, président du Conseil constitutionnel, qui affirme que la Constitution ne permettrait pas un tel référendum. Il dit surtout que le Conseil constitutionnel, je le cite, est la cible du RN car il est le rempart de l'état de droit. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que le bélier face à ce rempart partisan, ce rempart idéologique, ce rempart antidémocratique, le bélier, c'est le peuple. En République, en démocratie, c'est le peuple qui est le souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas Monsieur Fabius, c'est pas le Conseil constitutionnel. Et il y a véritablement une dérive extrêmement grave pour nos institutions de voir ce représentant qui devrait garantir, encore une fois, la neutralité, qui devrait garantir le droit, de voir ce représentant prendre parti contre le premier parti d'opposition, contre des idées qui sont aujourd'hui partagées par des millions de Français. Laurent Fabius, partisan de qui ? De quoi ? Partisan de l'ordre établi, partisan de Monsieur Macron, partisan de ce système qu'il a contribué à alimenter, partisan de toutes les politiques qui sont néfastes pour les Français, et notamment en matière de sécurité et d'immigration. Fabrice Leggeri, qui est numéro 3 sur la liste du RN pour les européennes, il est visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture, alors qu'il était encore directeur de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières. Plainte déposée par 2 ONG, Utopia 56 et la Ligue des droits de l'homme. Comment réagissez-vous à cette plainte ? C'est un acharnement judiciaire totalement scandaleux, mais il faut s'attarder un petit peu sur les officines qui portent plainte, et notamment la Ligue des droits de l'homme, qui devrait plutôt s'appeler la Ligue des droits des islamistes. La Ligue des droits de l'homme, il faut quand même rappeler le passif, les combats sont des combats pro-Burkini, sont des combats qui considèrent que la police française est une force d'occupation. Ce sont des messages totalement anti-républicains contre la sécurité des Français qui font le jeu des idéologies contraires aux valeurs de la République. C'est ça aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme. Quant à Utopia 56, vous savez, c'est une petite bande de bourgeois qui instrumentalise la misère humaine, qui aujourd'hui incite les migrants à venir chez nous, qui se foutent totalement de savoir dans quelles conditions ils vont être logés, dans quelles conditions ils vont être accueillis chez nous, mais qui ont fait de l'immigration finalement leur carburant idéologique. Je trouve ça totalement détestable. Fabrice Leggeri a voulu remplir sa mission quand il était patron de Frontex, c'est-à-dire refouler les bateaux de migrants et protéger les côtes européennes. Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national. Je rappelle, venons-en à Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, convoqué le 2 mai prochain par la police pour apologie du terrorisme. Est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation de la justice, instrumentalisation politique, comme le dit Mathilde Panot ? Déjà, nous pouvons parler de propos et de déclarations
antisémite scandaleuse depuis le 7 octobre, de prise de position dégueulasse, je le dis très clairement, de Mathilde Panot, qui n'a jamais voulu considérer le Hamas comme un mouvement terroriste, Daniel Obono, qui considérait que c'était un mouvement de résistance, de David Guiraud, qui disait que les bébés dans les fours avaient été inventés par les Israéliens, d'Ercilia Soudey, qui est à chaque fois dans ses propos toujours plus loin dans l'antisémitisme et la haine d'Israël. Tout ça. Donc pour vous, il faut d'autres convocations? C'est pas une histoire de convocation. Vous savez, moi, je considère et je pense que le seul juge, le juge le plus efficace en démocratie, c'est le peuple. Et c'est au peuple à sanctionner aujourd'hui les islamo-gauchistes qui, depuis le 7 octobre, ont fait le jeu de tous les antisémites, ont fait le jeu d'un mouvement terroriste islamiste, le Hamas. Donc, ça veut dire, sur la forme, vous soutenez Mathilde Panot dans sa démarche de dénoncer une politique, une justice politique? Vous m'entendrez jamais soutenir, ni sur le fond, ni sur la forme, Mathilde Panot. Vous avez nuancé, en tout cas. Et les porte-parole du Hamas en France. Non, je nuance pas, je vous dis juste que, à un moment donné, compte tenu, effectivement, des propos qui ont été tenus, compte tenu des accointances, compte tenu de l'obsession aujourd'hui, parce que vous remarquerez que LFI, Jean-Luc Mélenchon, font campagne pour les élections européennes uniquement avec Gaza et les Palestiniens. C'est leur seul argument de campagne et ils profitent de cet axe idéologique pour semer la haine, pour semer la division, pour alimenter l'antisémitisme, notamment dans les facs. Et je trouve ça extrêmement grave que, encore une fois, ces gens qui sont élus, ces gens qui sont responsables et qui sont des parlementaires, aujourd'hui instrumentalisent cette cause pour nourrir les antisémites qui, aujourd'hui, effectivement, montent dans le pays compte tenu de l'augmentation des actes depuis le 7 octobre. Donc pour vous, on va y revenir, donc pour vous, elle est légitime cette convocation, il n'y a pas de criminalisation des oppositions? Non, et la seule criminalisation, c'est évidemment celle qui devrait viser les antisémites, ceux qui agressent les juifs de notre pays, ceux qui font de la haine d'Israël leur business et leur carburant électoral. L'orientation qui est prise par la France insoumise, je le dis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et elle doit être condamnée par tout le monde. Après, je vous dis que c'est au peuple, surtout, de sanctionner ces gens-là. C'est au peuple de renvoyer ces gens-là chez eux avant la justice. On a parlé justement de cette question de l'antisémitisme. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, un homme qui est soupçonné d'avoir séquestré, d'avoir menacé de mort une femme de confession juive pour, je cite, venger la Palestine. J'imagine que ça vous choque profondément. Oui, ce qui me choque profondément, c'est que nos compatriotes de confession juive sont en insécurité. Ils sont jetés en pâture, notamment par les discours de la France insoumise, notamment par des discours ambigus, notamment par des discours qui ne condamnent jamais les exactions et les abominations du Hamas. Vous savez, moi, je suis choqué de voir toutes ces féministes. Ça a été condamné à gauche par Fabien Roussel. Oui, Fabien Roussel qui avait déposé, il faut le rappeler, avec ses amis communistes, qui avait déposé une proposition de résolution assimilant l'État d'Israël à un État d'apartheid, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Quand vous organisez, quand vous défendez ce genre de message inqualifiable, très clairement, vous faites un lien et vous faites des parallèles qui sont totalement scandaleux. Et donc, vous alimentez la haine du juif en France. Tous ces gens-là ont une part de responsabilité dans l'explosion des actes antisémites, ce qui est intolérable. Julien Audoul, les européennes maintenant, donc c'est le 9 juin, selon le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Jordan Bardella est toujours largement en tête des intentions de vote, 31,5% contre 17% pour la liste Renaissance de Valérie Ayé. Jeudi, Emmanuel Macron fait son discours sur l'Europe. Il a invité l'ensemble des eurodéputés français. Est-ce que déjà Jordan Bardella a eu son invitation? Et c'est vrai que ça tombe plutôt mal, puisqu'à ce moment-là, on vote sur des textes importants au Parlement européen. Ça vous fait sourire? Oui, ce qui me fait sourire, c'est que Emmanuel Macron, voyant que sa tête de liste n'est pas forcément au niveau, va évidemment s'engager dans la campagne. Et ce qui montre bien que le 9 juin, au-delà des élections européennes, c'est un référendum pour ou contre Macron. Et moi, j'invite tous les Français
à regarder évidemment ces sondages, mais surtout à aller voter. Ces sondages ne trouveront une réalité que quand il y aura des bulletins de vote qui seront déposés dans les urnes. Et très clairement, c'est le 9 juin que le peuple français peut reprendre le contrôle et donner un signal extrêmement clair. Avec la dissolution demandée en cas de victoire par Jordan Bardella, on s'en fout de l'Europe? Non, bien évidemment, les deux sont liés. Mais vous savez, pourquoi la France, aujourd'hui, subit les politiques européennes? Parce que vous avez un gouvernement qui se soumet aux diktats des technocrates de Bruxelles. C'est ça aussi la question. Vous avez évidemment une part de responsabilité dans la fédéralisation de notre continent, dans les pertes de souveraineté, mais d'abord parce que vous avez un gouvernement qui accepte, vous avez un gouvernement qui ne défend pas les intérêts français, ni ceux des agriculteurs, ni ceux des industriels, ni ceux de la sécurité des Français. Ils ont poussé à ce qu'on ait cette nouvelle PAC, politique agricole commune, qui sera d'ailleurs soumise au vote jeudi au Parlement européen, avec un allègement, très clairement, de certaines règles environnementales pour les agriculteurs. Mais ils ont poussé surtout pour continuer la signature de traités de libre-échange. Et c'est ça le véritable problème. Qui avantage un certain nombre d'agriculteurs français pour les exportations. Qui aujourd'hui sont un cauchemar pour les agriculteurs parce qu'ils instaurent de facto une concurrence déloyale qui est insurmontable pour nos agriculteurs. Quand vous avez des discours qui vous disent on va protéger le revenu des agriculteurs et que vous signez ces traités de libre-échange avec des pays qui ne partagent aucune des normes qui sont imposées à nos éleveurs, à nos producteurs nationaux, évidemment que vous ne les mettez pas sur un pied d'égalité. Nous, on demande, et Jordan Bardella le demande, que l'agriculture, qui est un trésor national, qui est un instrument de souveraineté, soit sortie des traités de libre-échange, qu'il y ait l'exception agriculturelle française. En attendant, il y a ce vote sur cette nouvelle PAC. Est-ce que les eurodéputés du Rassemblement national vont la voter ? Mais nous souhaitons que la PAC soit un plus. Nous avons souhaité notamment qu'elle soit renationalisée. Nous avons d'ailleurs constaté qu'il y avait... Dans l'État, en attendant, est-ce qu'elle sera votée par les eurodéputés du RN? La question est simple là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais. Je vous dis qu'il y a eu une évolution de la PAC, évidemment, que nous avons saluée, que nous avons accompagnée. Nous souhaitons... Et que vous voterez. Mais vous savez, la PAC, c'est l'argent des Français. Je le dis très simplement, c'est pas de l'argent de l'Europe. Les fonds européens, c'est l'argent des Français, c'est les impôts des Français. Donc il est juste, évidemment, que l'argent des Français revienne aux Français et notamment aux agriculteurs. Donc vous la votez, en attendant justement d'aller peut-être plus loin sur la PAC. Mais bien évidemment, encore une fois, c'est les impôts des Français. Il serait totalement injuste et contre-productif d'en priver les agriculteurs qui font vivre notre territoire et qui assurent la souveraineté alimentaire dans notre pays. Et du coup, jeudi, Jordan Bardella sera au Parlement européen. Écoutez, je n'ai pas son agenda pour jeudi, mais en tout cas, Jordan Bardella est toujours là quand il s'agit de défendre les intérêts des Français. Contrairement à la légende urbaine et aux mythologies qui sont diffusées par nos adversaires, qui d'ailleurs n'ont que cet argument, Jordan Bardella est présent à chaque fois pour assurer la confiance des Français qui lui ont demandé de défendre les intérêts nationaux. On verra s'il sera jeudi au Parlement européen. Julien Audoul, vous êtes également membre de la commission spéciale chargé d'examiner le projet de loi sur la fin de vie. Vous dénoncez une instrumentalisation politicienne. Qu'entendez-vous par là ? On a un sujet qui est extrêmement grave, qui est extrêmement sensible, qui est celui de la fin de vie. Vous avez un texte assez confus qui va mêler à la fois le renforcement des soins palliatifs qui n'ont jamais été renforcés depuis que M. Macron est au pouvoir, et en même temps ce qu'ils appellent l'aide active à mourir, en tout cas potentiellement dans l'aide active à mourir, texte. Qui est en fait l'euthanasie, le suicide assisté. Avec un encadrement tel que ça sera difficilement applicable. Il y a déjà un problème de calendrier, c'est que ce débat aussi sensible ne peut pas avoir lieu en quelques semaines et surtout ne peut pas être percuté la campagne électorale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce débat soit apaisé, c'est qu'il soit sérieux, parce qu'il est extrêmement sensible, il concerne tous les Français, ça peut pas être bâclé et ça peut pas être instrumentalisé comme ça l'est aujourd'hui. Donc il y a une forme de cynisme et il y a une tentative de diversion. C'est difficile de trouver le bon moment. Des élections, on en a beaucoup régulièrement en France. Vous savez, ça fait longtemps que Emmanuel Macron met ce sujet sur la table et comme par hasard, il est dégainé quelques semaines, quelques jours avant les élections européennes. Il ne faut pas être dupe de la manœuvre politicienne. Un tout autre sujet, Julien Audoul, est-ce que vous connaissez Albert ? Oui, le nom donné à l'intelligence artificielle, ça a été dévoilé par Gabriel Attal pour
faciliter les démarches Je connaissais administratives. Albert le 5e mousquetaire, mais bon... Oui, aussi. Ça en fera un de plus. Gabriel Attal qui a fait, alors ça sera, c'est ce qu'il dit, pour simplifier les démarches administratives, faciliter le travail des agents publics. Il parle, Gabriel Attal, il dit que l'intelligence artificielle, c'est l'humain. Alors déjà sur le choc de simplification, Gabriel Attal recycle les vieilles rengaines. Ça fait, je pense, 40 ans qu'on nous parle de choc de simplification. Et malheureusement, dans les faits, concrètement, dans les administrations, on voit surtout que le numérique et la dématérialisation ont engendré une inflation et une complexification qui aujourd'hui pèsent notamment sur l'action publique. Donc Gabriel Attal, encore une fois, essaye de faire du neuf avec du vieux et malheureusement on verra à l'aboutissement qu'il n'y aura aucune simplification, je le crains, si ce n'est effectivement des difficultés supplémentaires pour bon nombre de compatriotes, il faut bien dire, qui sont éloignés du numérique aujourd'hui. Il dit que ça, en l'occurrence, ça peut libérer aussi du temps aux agents publics pour être à la disposition aussi des administrés, d'avoir plus de temps de cette manière-là. Vous y croyez pas ? L'expérience montre, je vous le dis, ça a été dit maintes et maintes fois, ça a été proposé maintes et maintes fois. Quand on voit le niveau du service public aujourd'hui, quand on voit le délabrement à la fois de l'hôpital, des forces de sécurité, de la justice, de l'éducation nationale, je pense qu'il y a besoin, avant d'intelligence artificielle, il y a besoin d'intelligence humaine, il y a besoin de moyens. Et je le dis, notamment dans la ruralité, il faudrait peut-être que Gabriel Attal et son gouvernement se penchent sur l'arrêt des fermetures de classes dans la ruralité. Voilà. Dans la ruralité, on a besoin d'écoles, on a besoin d'une offre scolaire de proximité, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle, on a besoin de professeurs, on a besoin de classes ouvertes. Ce serait bien que on en parle. Et avec mon collègue Roger Chudeau, on défend notamment la priorité donnée à l'école rurale, qui est un vrai service public menacé. Merci beaucoup, Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez, un numéro de téléphone à présent, vous le connaissez, 0826 300 300. C'est la ligne de Sud Radio. Vous nous appelez pour témoigner, pour réagir sur l'actualité. Manu vous attend au standard et puis je vous accueille moi dans un instant. À tout de suite.